Bonjour à chacun, chacune de vous. Je voudrais commencer par saluer chaleureusement l'ensemble des professeurs, du personnel enseignant, du personnel administratif, et particulièrement ceux que j'ai trouvés fidèles au poste après avoir été partis il y a des années. Et également remercier le frère Valais, directeur général, et les membres du comité scientifique de me faire l'honneur de prononcer cette conférence d'ouverture. Il y a bien d'autres personnes plus qualifiées que moi ici pour le faire. Merci de cet honneur. Alors, mon propos, c'est une réponse aux crises de notre monde. La culture de l'attention. Alors d'abord, notre introduction. Comment conduire les États et leurs citoyens à rendre justice à la terre? Peut-on espérer les y amener par une culture de l'attention? Nous devons en ce cas distinguer l'attention prédatrice, avide de pouvoir, de l'attention vertueuse qui, capable d'une option en faveur des plus vulnérables, humains et non humains, rend plus crédibles les recherches de justice. Jean-Baptiste de La Salle fit de la culture de l'attention à l'école à la fois un moyen de salut et un chemin vers Dieu. La culture de cette attention fait fond sur le développement d'un désir d'appartenance au monde. Elle s'inscrit ainsi dans une dynamique de sauvegarde d'un monde en perdition. Mais, paradoxalement, cette même dynamique conservatrice fait de l'éducateur un veilleur guettant l'avènement d'un monde nouveau. À la fois veilleur et guetteur, l'éducateur prépare l'avènement d'une terre nouvelle. Cultiver des formes vertueuses de l'attention nous rend présents au vivant et au-delà, à la vie en sa profondeur. Les individus en état de besoin de racines sont incités par cette culture à croître en humanité. Nous verrons d'abord comment l'être humain épris d'autonomie s'est perdu en perdant le sens de la terre. Nous montrerons ensuite comment, conséquent de cette perte, il ne sait plus ni habiter ni l'habiter. Sans le miracle d'une éducation capable de toucher les cœurs, notre monde s'achemine vers un désert d'humanité. Notre premier point, la spéculation et la perte du sens de la terre. Hegel, dans sa philosophie de l'esprit, décrit l'envol d'un esprit humain passant par 3 états successifs. Il parle de l'agriculture soumise aux rythmes et aléas naturels, puis de l'artisan commerçant traitant la terre en source de matériaux, ensuite du marchand caractérisé par sa mobilité, son sens des échanges et du profit, et enfin du financier dont le travail se résume à des opérations ramenant tout à des chiffres. Les choses n'existent plus alors pour elles-mêmes, mais d'après leur prix. Cette évolution de l'esprit aboutit à réduire la terre à un simple objet de spéculation parmi d'autres. Pour Hegel, la liberté advient à elle-même sous la forme de l'esprit en se détachant de la terre. L'individu, rendu attentif par l'éducation à l'esprit en lui-même, y découvre soit un puissant instrument d'autonomisation grâce auquel il s'érige en maître et possesseur de tout, soit un chemin le conduisant à la communion à un au-delà de soi. Reniant sa vocation à la communion et se refusant à faire la vérité avec lui-même, l'individu se fabrique de faux personnages.
Il professe une spiritualité abstraite, cachant sa véritable nature derrière un matérialisme pratique. L'esprit détaché de la terre produit l'exploitant, dévastateur de l'environnement et des milieux de vie. La quête de performance dans la production et les appétits de gain ne connaissent plus alors de limites. L'emploi de moyens d'exploitation technique et technologique trop puissants entraîne la dégradation irréversible d'écosystèmes naturels. La crise écologique alerte la conscience humaine sur son déficit d'attention à la terre, révélateur en lui-même d'un certain nihilisme. Face aux conséquences néfastes de la crise, certains prônent un retour à la terre, mais cela n'est pas une bonne nouvelle si on entend par là un retour pur et simple à des cultes ancestraux. Ces cultes, y voyant une divinité, sinon un habitat de divinité, soustraient la terre à la responsabilité humaine. Ils empêchent de voir combien la terre, localement fragilisée, a besoin d'une vision et d'une solidarité ouverte sur l'ensemble de la planète. Le culte de la terre, socle et ciment tribal, constitue un sérieux obstacle à une citoyenneté démocratique. Nos cultes ancestraux s'accrochent à une vision fixiste du terroir et à une conception rigide des identités collectives et individuelles. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus ignorer le fait que le sort de tous les vivants est lié et que la crise écologique, entre autres, contraint de plus en plus de gens à devenir des migrants. Les fragilités de la terre rappellent à l'homme sa propre vulnérabilité et celle de ses institutions. Cette vulnérabilité, non réductible à un handicap, synonyme alors de flexibilité et d'adaptabilité, s'avère convertible en force, révélant les capacités de résilience et de créativité. Rendre justice à la terre signifie accueillir des conditions d'existence qu'on ne sait pas soi-même donner. Mais l'homme, épris d'une liberté illimitée, répugne à reconnaître l'existence d'une condition humaine. Sa volonté de sortir même de toute condition naturelle prépare sa propre abolition. Au lieu de servir à la création d'un monde hospitalier, le pouvoir économico-politique est devenu une recherche de pouvoir en soi. Les individus sont tenus de s'adapter à des mondes artificiels de plus en plus sophistiqués. Le transhumaniste, figure d'une volonté d'autonomie absolue, renonce à humaniser le monde. Il transforme l'être humain en chantier biotechnologique et en fait une transition vers la création d'un être hors sol. Cultiver la terre participe à nous humaniser. Seule la conscience d'une alliance entre notre fragilité et celle de la terre rend envisageable son salut en nous-mêmes. Mais nos rapports à la terre, institutionnalisés à travers la création des États, placent désormais celle-ci sous la loi des impérialismes économiques aveugles et des nationalismes fanatiques. Une remise en cause des fins poursuivis en politique urge partout. Nous avons besoin d'inventer une politique pour laquelle l'homme est plus grand que l'économie. Comment faire émerger une élite capable de remettre en cause une hégémonie planétaire de l'économie? Notre deuxième point, sens de la patrie et salut de notre humanité. La création d'un environnement faisant des hommes les obligés de la terre est devenue un impératif.
Le sens de l'appartenance à une communauté rend l'individu capable d'un dépassement de soi par l'accomplissement de ses devoirs d'État. Il y a ainsi en chaque citoyen accomplissant ses devoirs d'État une terre et un peuple sauvés de l'insignifiance. Ce salut commande une éthique de la fraternité permettant de naître à soi en tant que peuple d'une même patrie. Si par le corps, tout humain est attaché à une terre, alors celle-ci représente une patrie faisant de tous un seul et même peuple. La conscience de ce fait devrait conduire les différentes nations à former leurs citoyens à une éco-citoyenneté de proximité. Nous constatons cependant une fragilisation, sinon parfois une déstabilisation du pouvoir des États par de puissants groupes d'intérêts économiques et financiers qui rendent insignifiantes les politiques nationales. Nous avons besoin d'élites capables de susciter un sentiment d'appartenance communautaire et un amour de la patrie suffisamment fort pour motiver chez leurs concitoyens des formes de résistance aux diktats des puissances économiques et financières. Par son corps, l'individu n'est pas seulement au monde, il est tout un monde. Le monde n'est pas cet horizon illimité où s'offre une diversité de choses intéressantes. Rester sur ce plan fait de nous des prédateurs insatiables et irresponsables. Le monde est ce milieu de vie particulier confié à la responsabilité de chacun qui supporte et permet de tenir debout. La culture de l'attention nous ramène sur une terre où l'autonomie est portée à s'absenter du monde. Elle oriente les individus vers la conquête d'un sens responsable du corps. Elle leur apprend à faire corps, à vivre la solidarité avec la terre des humains et des non-humains. Elle dispose l'individu à honorer sa vocation d'excentration, allant à contre-courant d'un anthropocentrisme égoïste. Vulnérable, le corps humain est en capacité de plus de vie qu'il ne paraît. Sous l'apparente ingratitude de la vie quotidienne des peuples, sont enfouies dans le secret des mœurs, des vertus forgées par une longue vie de culture commune. Elles naissent de la secrète fécondité de multiples liens avec la terre. L'humanité cultivée par un peuple est tributaire des rapports constants et étroits avec la terre. Instruit par les différents délais et attentes propres à la fécondité de la vie terrestre, le peuple mûrit en développant des trésors de patience. La patience humaine, nécessairement limitée, instruite par une patience de l'ordre du divin, s'ouvre à la vertu d'espérance. Les épreuves communes unissent davantage un peuple que les joies. Elles inspirent des engagements à entretenir une terre reçue en héritage des ancêtres, auxquels nous devons d'être ce que nous sommes. La vie exemplaire des ascendants fertilise les esprits et les cœurs et les dispose à de nouveaux sacrifices. Retenons ainsi que le peuple est une grande solidarité entretenue autour d'une terre par une conscience collective. Il puise de ses liens avec une terre, héritage glorieux du passé, sa résilience et sa capacité d'être plus que lui-même. Lorsque les individus n'ont plus que le bien-être matériel pour patrie, ils développent des rapports utilitaristes à la terre. Or, la pratique des seules formes utilitaristes d'attention manque la profondeur de la vie. Cette profondeur concerne le cœur, sanctuaire de notre singularité. Enfermés dans une autocompassion qui protège et durcit leur cœur, les individus se coupent des souffrances des autres. Éduqués,
signifie alors convertir les cœurs afin qu'ils s'ouvrent à leur vocation d'hospitalité et de solidarité vis-à-vis du monde. L'obligation de porter en soi une terre et ses habitants naît de la conscience des liens qu'on a avec elle. Habiter sérieusement implique la conscience de la gravité de notre existence, c'est-à-dire du fait de constituer individuellement et collectivement un poids pour la terre. Le corps individuel ou collectif vit en solidarité avec une terre en tant que sa base. Il s'élève et croît parce qu'il est d'abord pesanteur, au sens où il se pose et se repose sur un milieu de vie. La conscience se doit d'assumer ce lien entre sa localisation dans le temps et le champ de ses responsabilités. Les décisions éthiques et politiques salvatrices visant une responsabilité accrue vis-à-vis de notre patrie commune ne se prendront qu'avec la pression de la conscience des peuples. La création de cette conscience suppose de vaincre les égoïsmes individuels et collectifs propres à chacun des niveaux d'appartenance communautaire. Seules les victoires remportées sur nos égoïsmes permettent d'obtenir le consentement à des sacrifices justes et salutaires. La vie avec les autres, avant tout calcul et stratégie égoïste, repose sur un désir d'appartenance. L'attention, désir à la racine, a besoin d'éducation pour ne pas se fourvoyer sur la nature des biens poursuivis. Le désir d'appartenance, au-delà des biens produits de la vie sociale, nous attache à la communauté de tout ce qui appartient à la vie et puise en elle sa possibilité. Appartenir à la communauté des vivants, d'aller de soi, requiert un amour exigeant de la patrie. Simone Veil, philosophe, conseille à ce sujet ceci, je cite, « Nous avons une patrie céleste, mais en un sens, elle est trop facile à aimer parce que nous pouvons l'imaginer comme il nous plaît. Nous risquons d'aimer sous ce nom une fiction. Aimons la patrie d'ici-bas, elle est réelle, elle résiste à l'amour. » Fin de citation. Mais comment aimer une terre qui va à sa perte? L'ampleur des crises écologiques et politiques nous accule plutôt au désespoir. Ce désespoir cache deux options. Ne compter que sur soi pour laisser agir en nous autre chose que nous, pour nous en sortir. Sauf miracle, tout ici-bas semble perdu. L'homme moderne ne croit plus qu'au miracle dont il se rend lui-même capable. Ne comptant alors que sur soi et désespérant de sa propre condition, il prône le transhumanisme. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas tant la terre que l'homme rejetant sa propre condition terrestre. Troisième et dernier point, l'homme entre ciel et terre. Par souci de concision, faisons court. Héritier de la modernité, l'individu fait du bien-être sa seule patrie légitime. Il a rompu les liens éthiques et spirituels avec la terre. Seul le retient son utilité à faire son bonheur individuel. La terre a perdu pour lui tout caractère sacré. Perdant le sens originel de la patrie, nous nous sommes perdus nous-mêmes. Depuis lors, tandis que les uns veulent créer un paradis purement terrestre, pure construction politique, les autres rêvent d'un paradis terrestre qui dispense de prendre au sérieux la vie terrestre. Croire que la patrie terrestre ou céleste a pour vocation de lieu de notre bonheur est une erreur. Elle nous appelle plutôt à la bonté envers l'accomplissement, à travers l'accomplissement de nos devoirs d'État.
héritage du passé, la patrie désigne la terre des ancêtres, le pays de la naissance et de l'éducation. Mais le besoin d'aller fonder un foyer ailleurs, un ailleurs plus ou moins éloigné de la patrie originelle, confronte au fait nouveau qu'elle désigne éventuellement le lieu où à mon tour je deviens père. Ici se profile la perspective nouvelle des liens personnels avec la terre. La patrie représente une terre pour non aliénable, car prêtée par nos enfants. Notre aliénation à la société, grande mère complaisante, nous prive du sens réel de la patrie. Sous l'influence d'une douce tyrannie sociale, nous faisons de la terre un paradis, produit de nos rêves de puissance. Or, nos rêves de toute puissance tuent la liberté et sèment la mort. La gravité de notre existence s'éclaire grâce à la conscience qu'il n'y a plus d'autre choix que la vie dans une communion d'amour ou alors la plongée dans le néant d'une disparition commune. En tant que communauté nationale, nous avons à défendre notre humanité sur 4 fronts: idéologique, économique, technologique et écologique. Le patriotisme évoque un engagement pour la sauvegarde de cette humanité, création de notre liberté commune qui fait notre fierté et l'hospitalité de notre monde. La mondialisation, synonyme d'un monde sans frontières, universalisation abstraite du droit, tend à nous réduire à une humanité composée d'êtres errants, sans repères éthiques, sans foyer, sans famille, sans terre et finalement dépossédés d'eux-mêmes jusque dans leur propre corps. Les figures traditionnelles du sacré, Dieu, la patrie, la famille, la nation, la modernité les a remplacés par des individus en risque de déshumanisation. Le sacré, ce sont désormais des figures familières et concrètes du prochain auxquelles je peux dédier, sinon sacrifier ma vie. Le prochain se trouve avec moi dans une proximité permettant d'agir au bénéfice de notre commune humanisation. La patrie représente ainsi un projet commun de création, de proche en proche, d'un monde humain hospitalier. L'éducation à l'attention oriente chacun vers une révélation de son cœur. Le cœur, lieu d'une exigence du bien absolu, constitue le centre de résistance au pouvoir des oligarques. Il s'oppose à la trop facile complicité entre le ventre, lieu des désirs de consommation, et la tête, lieu du calcul en vue des meilleures vies. Capacité d'attention concrète aux êtres vivants et à leur milieu, le cœur représente ce sanctuaire où se forgent les idéaux personnels de justice. Le lieu de discernement et de combat spirituel contre le mal en soi et hors de soi, il est ce centre où se décident les conversions et se préparent les révolutions. Les crises économiques, politiques et écologiques révèlent l'indigence du cœur humain. Pour sauver la terre en perdition, 2 choix sont opposables. Celui de la perspective humanitariste de faire la charité ou celui de vivre la charité. Vivre en vérité, mourir, vivre signifie en vérité mourir à soi afin de se dilater aux dimensions d'un monde à humaniser. La patrie est promesse parce qu'elle est redevable à une intuition d'éternité dans nos réalités temporelles. La patrie, âme de la nation, nous voue ainsi à l'immortalité. Principe d'engendrement et d'éducation, elle a besoin de vrais vivants pour transmettre ses trésors. Notre patrimoine commun, ensemble des trésors matériels et immatériels, ne saurait constituer en eux-mêmes la patrie sans la responsabilité des éducateurs par devoir ou par vocation. Merci de votre aimable attention.